Voilà, suite à cette présentation sur l'intérêt de l'enseignement de l'innovation au sens large aux étudiants en médecine, nous nous approchons maintenant de l'autre domaine, et ça a été un fil rouge au courant de cette journée, c'est le lien entre la technologie et la médecine. Et M. Nicolas Koch, ici, qui partage le floor avec moi, nous aidera à comprendre comment est-ce que ce rapprochement peut donner des bons résultats pour l'innovation médicale, pour la production de devices médicaux et pour la possibilité d'innover en médecine. Voilà, M. Koch, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais d'abord vous présenter le contexte dans lequel cette collaboration a lieu. Donc c'est d'abord entre le service de gastro-entérologie de l'hôpital Erasme et le département BIMS de l'école polytechnique de l'ULB. Puis je vous parlerai d'un premier projet qui a donné lieu à une société EndoTools thérapeutique et puis après du Brussels Medical Device Center. Donc là, j'ai une petite vidéo qui a été créée par la Fondation Michel Kremer, dont l'un des buts est de promouvoir la collaboration justement entre médecins et ingénieurs. Je vais essayer de la lancer. Bonjour. Notre passion à l'hôpital Erasme est de faire progresser la connaissance dans les domaines de la gastro-entérologie et de l'endoscopie. Le but est de rechercher pour nos patients des traitements moins invasifs et plus efficaces. Cette passion est partagée depuis de nombreuses années par les ingénieurs qui nous aident à développer les instruments adaptés à nos procédures. Cette collaboration est assez exceptionnelle et a également un caractère sociétal, puisqu'elle nous permet de développer des instruments applicables dans des maladies rares et d'enseigner la manière de les utiliser. C'est afin d'atteindre ces objectifs ambitieux que la Fondation Michel Kremer a été créée. La Fondation a été créée en 2010 en hommage à Michel Kremer, un pionnier de l'endoscopie internationalement reconnu. Elle a pour mission de promouvoir de manière désintéressée la recherche de pointe en endoscopie. L'endoscopie est une chirurgie pratiquée par les voies naturelles qui a profondément modifié le pronostic de nombreuses maladies. Son invasivité minimale permet de réduire le traumatisme pour le patient ainsi que les durées d'hospitalisation. Cela résulte à la fois en un mieux-être plus rapide pour le patient et à une diminution des coûts de prise en charge. La Fondation Michel Kremer soutient la recherche appliquée et transdisciplinaire afin de créer de nouveaux dispositifs médicaux. La Fondation soutient également la recherche dans le traitement des hémorragies digestives, les calculs biliaires, des maladies telles que le diabète de type 2, mais également la résection des tumeurs superficielles ou d'autres maladies rares non encore traitées. Enfin, elle vise à l'implémentation de ces technologies, notamment dans des régions moins favorisées au travers de formations. Pour atteindre ces objectifs, les médecins du service de gastro-entérologie de l'hôpital Erasme et les ingénieurs de l'école polytechnique de Bruxelles collaborent depuis 2003 en vue de la conception de nouveaux outils chirurgicaux pour les patients. Le premier projet de collaboration a été de concevoir et développer un système permettant de travailler à deux mains au sein du système digestif. Auparavant, le médecin était en quelque sorte manchot puisqu'il ne disposait que d'un seul canal opérateur. Ce nouveau dispositif a permis de réaliser des sutures par voie naturelle. Il n'est donc plus nécessaire d'ouvrir ni d'inciser le patient. Sur base de ces développements, une spin-off universitaire, EndoTools Therapeutics, commercialise un dispositif médical permettant de traiter l'obésité morbide de manière non invasive. On peut citer deux autres réalisations répondant à un besoin médical. La première permet de mesurer des polypes dans le côlon, par exemple, ou encore de mesurer la trachée, les bronches, en vue du traitement du cancer du poumon. Une autre réalisation vise à développer un capteur de force miniaturisé. Ce capteur permet l'injection de manière précise d'une substance thérapeutique ou la palpation d'une lésion en vue de mieux la caractériser. Voilà, donc vous avez vu un petit aperçu de ce qui se passe au sein du service de gastro-entérologie et du service BIMS. Donc là, maintenant, je vais vous parler plus de EndoTools Therapeutics. Donc c'est un projet dont Jacques Devière est venu nous dire, comme vous l'avez vu dans la présentation,
quand j'utilise un endoscope, les outils thérapeutiques doivent passer dans le canal opérateur de l'endoscope et je n'ai en quelque sorte qu'une seule main pour pouvoir faire des opérations. Ce qui serait bien, c'est d'avoir, comme là en chirurgie mini-invasive, un abord angulaire, les deux mains, pour pouvoir soulever le tissu, le couper et faire tel que les chirurgiens peuvent le faire. Et donc, vous voyez sur le schéma de gauche l'idée initiale de Jacques Devers. Et puis, on a développé une première plateforme de recherche qui est une station robotisée avec des joysticks qui permettait de tirer sur des câbles pour faire fléchir les canaux opérateurs dans lesquels passent des outils. Et après, bien sûr, avec ça, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas focalisé sur une application. Et donc, EndoTools Thérapeutique a ensuite développé un outil que vous voyez sur la droite de l'image, plus spécialisé pour traiter l'obésité, donc faire des réductions gastriques. Donc vous voyez là, c'est la grosse machine, on va dire. Vous voyez les deux joysticks et puis qui envoient des commandes à des moteurs qui tirent sur des fils et qui peuvent faire bouger les petits bras. Alors à partir de là, on a modifié cet appareil. EndoTools a modifié cet appareil pour le simplifier. Donc là aussi, j'ai une petite vidéo, à mon avis, elle va être trop longue. Je ne sais pas si on peut l'accélérer à un moment donné. Enfin oui, non, je la passe, c'est pas très grave. Et donc ça a donné lieu à deux grandes publications dans les deux grands journaux de gastro-intestinale endoscopie et endoscopie. Voilà un peu l'histoire d'EndoTools Thérapeutique, donc basée sur une idée du médecin en 2004. Donc en travaillant ensemble, on a fait un premier proof of concept vers 2006, et puis la société a été créée en 2008 pour avoir justement cette plateforme de recherche et puis la simplification du dispositif. Et voilà, et EndoTools vit sa vie encore actuellement. Donc comme vous voyez, le développement d'un medical device, ça prend beaucoup de temps. Et passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est la définition du besoin. Puis bien sûr, il y a des brainstorming entre médecins et ingénieurs. Puis en fait, on a un premier proof of concept qu'on montre aux médecins. Et le médecin nous fait bien sûr un feedback là-dessus. On le teste sur modèle. On fait des premiers prototypes fonctionnels qu'on teste sur modèle. Et puis c'est un processus bien sûr itératif. Et une fois que là, on est d'accord sur ce que l'on veut faire, après, ça prend encore beaucoup de temps parce qu'on a des tests de vérification à faire, des tests de validation liés à tout ce qui est normatif, donc dans l'ISO 13485 pour garantir la sécurité du patient. Puis bien sûr, l'étude clinique et enfin l'industrialisation et la commercialisation. Donc vous voyez qu'en fait, à partir d'un certain moment, on est obligé d'avoir un système qualité en place. Et c'est pour ça qu'on a créé le Brussels Medical Device Center. Au début, on a la recherche à l'université, pour la recherche plus en amont. Et puis, à un moment donné, quand on veut transformer cette recherche en instruments médicaux, il faut avoir en place ce système qualité. Et ça impliquait de créer une société très tôt. Donc, on a imaginé créer cet ASBL, le Brussels Medical Device Center, pour faire ce pont, justement, entre la recherche à l'université et l'industrie, pour finalement passer du proof of concept de l'université vers un produit utilisable en clinique que l'industrie peut commercialiser. Voilà, donc ça c'est le certificat ISO 13485, donc c'est un papier ici, mais en fait il y a beaucoup de travail derrière, parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter pour développer les instruments médicaux. Donc on a trois approches au sein du Brussels Medical Device Center, comme c'est écrit comme ça a été dit dans la vidéo. Donc on a des projets sociétaux, des projets pour lesquels il n'y a pas de marché, mais il y a quand même un besoin. Donc je vais parler après d'un projet, le projet Magus, donc qui a fini sa première étude clinique de safety sur 15 patients. Donc il y a environ une dizaine de patients par an à l'hôpital Erasme qui ont besoin de cette thérapie. Donc vous voyez que le marché n'est pas gigantesque. Donc en tant qu'ASBL, on est capable de prendre en charge ces projets-là. On a des industriels qui viennent nous voir aussi pour développer ensemble des outils. Alors pourquoi ils viennent nous voir? C'est justement par la proximité entre médecins et ingénieurs que l'on a développé, cette complicité. Et donc
ils viennent nous voir parce que la façon dont on travaille permet de développer un medical device qui est vraiment en adéquation avec les besoins du médecin. Pour des grandes sociétés, ils ont moins de contact justement avec ces médecins. Et puis on a des projets pour créer des sociétés aussi en région bruxelloise et en Belgique. Voilà, la façon dont on travaille, c'est vraiment main dans la main, médecin-ingénieur. Donc on partage les bons moments, on partage aussi les moins bons moments. Et on se base toujours sur l'idée du médecin. Et on essaye d'avoir le plus vite possible quelque chose à mettre dans les mains du médecin pour qu'on soit sûr que ce soit bien compris et qu'on parte sur de bonnes bases, on va dire. Donc en 3 semaines, on est capable de faire un prototype. C'est pour ça qu'on veut vraiment donner quelque chose dans les mains du médecin. Mais après, et ça, parfois les médecins sont très impatients à ce moment-là, puisque en fait, on a donné quelque chose, le médecin dit « Ah ben ça va, on y est, on a le dispositif ». Seulement après, il nous faut encore entre 1 et 2 ans pour pouvoir avoir le dispositif qui soit utilisable dans l'homme, pour trouver les sous-traitants adéquats, pour pouvoir avoir fait tous les tests de vérification, les tests de biocompatibilité, les tests de stérilité, les tests de aging, donc savoir combien de temps le device peut être utilisé, la date de péremption en fait, plein de tests de résistance mécanique, etc. Voilà, donc ça peut être un peu frustrant lors de la collaboration avec le médecin, parce qu'on dit toujours qu'on est rapide, mais on reste quand même rapide, malgré que ça va prendre 2 ou 3 ans pour mettre sur le marché. Donc on a des labos, on est situé tout à côté de l'hôpital Erasme, puisque c'est vraiment la proximité entre médecins et ingénieurs qui est importante dans le développement des instruments. Donc grâce à ça, on peut quotidiennement voir les gastro-entérologues de l'hôpital Erasme. Mais ça, ce qui est important, c'est que vous avez vu Jacques Devière et Vincent Huberti dans la présentation, mais il y a plein d'autres gastro-entérologues de l'hôpital Erasme qui travaillent avec nous. Et c'est grâce au fait qu'il y ait une équipe de médecins qui ont envie d'innover qu'on arrive à faire ces instruments médicaux. Donc on a une salle de brainstorming, on a une salle de usability, donc on a répliqué une salle d'opération endoscopique au sein de l'incubateur dans lequel on est pour pouvoir tester ces instruments sur des modèles, des estomates pour isolés ou des modèles en plastique. Voilà, on a une 3D printing room et du matériel qui se trouve sur étagère pour pouvoir justement assez rapidement faire un premier prototype qui est bien sûr pas fonctionnel, hein, c'est une maquette, mais c'est vraiment pour se comprendre. Alors on a aussi des tests, etc. pour tester la rigidité. Alors vous voyez 3 exemples de projets. Le premier en bas à droite, c'est un stent pour traiter les sténoses bénignes réfractaires. Donc l'œsophage qui a une sténose. Et là, ce qu'on espère avec ce stent, c'est de pouvoir traiter cette sténose en le laissant plus de 6 mois dans l'œsophage. Donc il faut savoir que c'est difficile de laisser un stent dans l'œsophage, puisque le principe même de l'œsophage avec le mouvement péristaltique est de faire descendre la nourriture ou de la faire remonter vers l'estomac. Et donc là, on a développé un système innovant pour pouvoir ancrer le stent dans l'œsophage en favorisant la pousse tissulaire à ce niveau-là. Donc voilà, on a fait cette étude clinique, une première étude clinique. Malheureusement, le follow-up montre qu'une fois que le stent est enlevé, la sténose revient. Donc une fois que le stent est en place, ça marche, mais une fois que le stent est enlevé, ça revient. Donc on développe maintenant d'autres stents basés sur ce même principe pour d'autres applications. On a le système en haut à gauche qui est le système Mistendo. Donc ça, c'est une poudre hémostatique qui existe déjà. C'est une poudre qui a été utilisée lors de la Première Guerre mondiale sur les champs de bataille pour arrêter les hémorragies de manière assez rapidement avant que le patient ait une chirurgie plus adaptée pour arrêter l'hémorragie. Et donc là, c'est des patients, ça existe surtout en Égypte ou en Inde, où il y a beaucoup de variceal bleeding au niveau de l'estomac supérieur et de l'œsophage. Et donc, il a été montré qu'un traitement d'urgence permettait de diminuer la mortalité.
en plaçant cette poudre à l'aveugle. C'est pas seulement un gastro-entérologiste qui peut le faire, qui n'est pas forcément sur place au moment où il le faut en Égypte, par exemple, mais un infirmier peut venir avec un tube nasogastrique envoyer cette poudre pour faire un traitement temporaire de cette hémorragie. Voilà, donc ça c'est encore un projet qui, je dis peu, mais c'est encore un projet qui est en recherche et développement. Et donc on imagine les premières études cliniques dans 2 ans. Alors en bas à droite, vous voyez le système endomagnéte, Magus. Donc là j'ai des slides pour expliquer peut-être plus en détail. Donc ça c'est un projet sociétal, donc un projet pour lequel il n'y a pas beaucoup de patients, mais c'est assez lourd pour ceux qui sont atteints de cette maladie-là, cette pathologie-là. Donc on a, vous voyez l'œsophage, et vous voyez cette poche, donc un diverticule, et donc la nourriture rentre dans ce diverticule et empêche la nourriture de passer dans l'estomac. Donc vous voyez la petite boursouflure, eh ben, en fait on aimerait avoir un œsophage qui soit tout droit. Alors, bien sûr, on ne pourra pas arriver à ça, mais en mettant des aimants de chaque côté de cette petite boursouflure ici, je n'arrive pas à le montrer, voilà, ici, on peut couper de manière lente le tissu et ouvrir cette poche. Donc, on a développé ce système-là, qui est un système de 2 aimants avec un fil rétractable, qui permet, en le plaçant un dans la poche et un dans l'œsophage, finalement d'ouvrir cette poche, de marsupialiser cette poche, pour laisser passer le passage. Donc il y a 16 patients qui ont été faits à Erasme avec de bons résultats. Donc en gros, on place l'aimant de part et d'autre, et puis par compression, le sang ne passe plus dans les vaisseaux et ça nécrose petit à petit les tissus. Et donc l'aimant fait le trou, et puis on a un fil qui petit à petit va découper la membrane, on va dire. Et donc on fait tout ça en passant par les voies naturelles, et c'est ça qui permet de l'avantage par rapport à une chirurgie lourde extérieure. En 2 semaines, le fil a coupé le tissu et le patient a des bons résultats. Donc ça a reçu le prix de l'innovation de la Société européenne en gastro-entérologie l'année passée, j'arrive plus à voir ici. Voilà, donc c'est des exemples de 3 dispositifs que l'on développe en collaboration main dans la main avec les médecins. Et donc en conclusion, on fait ça parce qu'on partage la passion de ce développement d'instruments médicaux entre médecins et ingénieurs. Et c'est basé sur les compétences de chacun, mais aussi et surtout sur la complicité que l'on a développée au cours de ces dernières années, ce qui nous permet finalement de travailler en s'amusant ensemble à l'élaboration de ces dispositifs médicaux. Voilà en quelques mots la collaboration. Je vous remercie, M. Koch, pour cette overview de ce que la collaboration entre médecins et ingénieurs peut apporter en pratique clinique, avec des résultats qui sont là dans ce projet de Brussels Medical Device Center. Un fil rouge dans votre présentation est que finalement, les ingénieurs sont là pour mettre en œuvre des idées qui proviennent des médecins, qui proviennent de la pratique clinique. Une réflexion que je me fais en écoutant votre exposé est que les médecins, parfois, lorsqu'ils sont déjà en pratique depuis un nombre d'années, bien évidemment, ils ont l'expérience clinique qui fait qu'ils peuvent avoir des idées, mais sont aussi parfois cantonnés à une certaine façon de réfléchir qui est dictée par le fait qu'ils sont dans le système depuis trop longtemps. Est-ce que vous avez essayé de faire des workshops ou des hackathons d'idées d'étudiants en médecine? Parce que souvent, les étudiants en médecine ont des idées sur comment la pratique médicale devrait être et qui peut parfois changer le monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou qui vous intéresserait de faire? On n'a pas encore fait, mais en effet, c'est assez intéressant de le faire. Donc, je sais qu'il y en a qui essaient de mettre en place des centres d'innovation médicaux au sein des hôpitaux pour justement stimuler l'innovation, mais aller accéder directement aux étudiants qui ont des idées, ce serait super. Après, il faut aussi avoir un peu de pratique au niveau de l'endoscopie pour justement voir aussi qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et c'est aussi avec des médecins expérimentés qui essayent toujours d'améliorer leur technique dont on peut avoir aussi des idées. Mais je pense qu'un mélange des deux serait excellent, avoir des étudiants et des médecins expérimentés lors d'un hackathon. C'est une bonne idée, merci. Mais réfléchissons à ça alors. Je vous remercie pour votre intervention.